Et pour ce duel avec nous, Geoffroy Didier de l'UMP, bonsoir. Bonsoir. Et fondateur de la droite forte, c'est important de préciser ce soir. François Calfon, bonsoir, pour le Parti Socialiste. Je précise, je ne suis pas fondateur de la droite forte. Non, mais de la gauche populaire, en revanche. Ça pourrait vous arriver un jour, méfiez-vous. Alors, mais s'il veut nous rejoindre à la droite forte, libre à lui. On avait compris qu'il y avait quelques, d'ailleurs, points communs. Non, je charrie. Allez, on va parler de quelque chose d'extrêmement sérieux. Votre ami, l'autre fondateur de la droite forte, Guillaume Peltier, qui est souvent dans ce duel le soir, eh bien, on dit de lui, aujourd'hui, à l'UMP, que la chasse aux Peltiers est ouverte. Ce sont les mots d'un participant au bureau politique de l'UMP ce matin. Il a été rappelé à l'ordre. Pour ses positions anti-Nathalie Kosciusko-Morizet dans la primaire parisienne. Même Jean-François Copé l'a lâché sur ce coup-là. Regardez ce qu'il a dit à l'agence France-Presse. Les propos de Guillaume Peltier sont regrettables. Pour lui, il ne s'agit pas seulement de soutenir deux candidats, mais de stigmatiser NKM dans sa prise de position, ce qui lui vaut donc ce rappel à l'ordre. Et pour ceux qui voulaient aller encore plus loin, écoutez, il y en avait quelques-uns. Je trouve que l'outrance de M. Peltier est inacceptable. Et je me pose la question de savoir s'il a sa place à l'UMP. Votre réponse, Geoffroy Didier? Écoutez, je pense qu'on est dans la même famille politique. Il faut avoir des mots qui rassemblent. Il ne faut pas stigmatiser le peuple de droite. Il s'avère que la droite forte est le premier mouvement de l'UMP, issu du vote démocratique qui a eu lieu lors du congrès de l'UMP le 18 novembre dernier. Au chapitre des motions, vous étiez arrivé en tête. Exactement, et de loin. Je sais que certains ne s'en remettent toujours pas. Je sais que d'autres ont du mal à accepter la démocratie. Je sais que d'autres n'aiment pas trop que la base militante dise ce qu'elle a envie de dire librement, puisque ce choix s'est fait librement. La droite forte est le premier mouvement de l'UMP. Il va falloir qu'il s'y fasse, et surtout, je pense, qu'ils aient des mots plus rassembleurs, parce qu'on ne stigmatise personne quand on appartient à une famille politique. Votre réaction, vous souriez dans votre coin. Oui, je souris dans mon coin parce qu'en réalité, moi, je n'ai pas à commenter les bisbilles internes de l'UMP, mais la réalité, c'est que l'UMP n'est d'accord absolument sur rien. C'est-à-dire qu'il y a des conflits. On avait cru que c'était simplement un conflit de personnes, Fillon-Copé. En réalité, c'est un conflit de ligne politique qu'on avait vu apparaître avec M. Buisson. D'ailleurs, Madame Nathalie Kosciusko-Morizet fait le rapprochement entre M. Peltier et M. Buisson. Il est le buisson qui cache la forêt, voilà. dit-elle. Sur la question européenne, il y a là des libéraux, là des souverainistes. Et il y a à gauche aussi. Et je rajouterai un point, vous voyez, je ne suis pas dans la polémique avec vous, Geoffroy Didier. Il y a en plus un conflit de génération, manifestement. Quand on voit la réaction de M. Debray, on sent que c'est un peu la réaction contre les jeunes Turcs, d'une certaine manière. Donc ça, c'est, me semble-t-il, assez intéressant. Au-delà de ça, quand même, sur la question du mariage pour tous, parce qu'à l'origine de ça, il y a la position des uns et des autres pour le mariage pour tous, il y a quand même un parti qui s'interroge dans son acception et son acceptation des lois républicaines, d'un côté, et de ceux qui se sont finalement embrigadés, et ça c'est le cas de la droite forte, avec Madame Barjot, qui semble être pour eux la nouvelle référence idéologique. Après Monsieur Buisson, c'est Madame Barjot. Je crois que pour ce faire, il y a peut-être d'autres références, mais toujours est-il que ça crée un trouble extrêmement important à droite. Bon, j'ai envie de dire tout simplement merci Monsieur Didier ce soir de cette contribution à la consolidation des positions du Parti Socialiste et de Madame Hidalgo à Paris. Vous nous avez rendu un fier service en Expliquez-moi parce que je ne comprends pas. Par vos divisions, par la manière dont vous déstabilisez la candidate qui dans les sondages a une quelconque chance. Croit-on de gagner? Moi, je crois qu'elle ne l'a pas, en renforçant des gens dont la notoriété est très faible. C'est amusant, François Calfon, parce que ce que vous appelez division, c'est vrai qu'il n'y a pas de division au sein de la gauche parisienne, puisque Bertrand Delanoë a choisi dans l'arrière-boutique Anne Hidalgo comme héritière. Nous, ça s'appelle la démocratie. Ça s'appelle les primaires. Vous vous souvenez des primaires? Ça vous a dit quelque chose, les primaires? Ça a marché d'ailleurs. Ça a marché chez vous lors de la primaire des présidentielles. Nous avons effectivement des primaires de l'UMP à Paris. Chacun peut soutenir ou ne pas soutenir l'un de ses candidats. Et d'ailleurs, je vous le dis, moi j'en soutiens Pierre-Yves Bournazel. Si c'est Nathalie Kosciusko-Morizet, la députée de l'Essonne, ou d'autres candidats qui arrivent en tête, nous serons tous derrière lui ou derrière elle. Mais quand même, le principe d'une primaire, à ce moment-là, il ne fallait pas faire de primaire, sinon. Le principe d'une primaire, c'est de pouvoir choisir librement son candidat, de pouvoir dire pour qui l'on vote et pourquoi. Je vous remonte ce qu'a dit Jean-François Copé, parce qu'apparemment, ça vous a
sûrement pas échapper, mais on va quand même le revoir. On n'est jamais trahi par les siens, parce que Geoffroy Didier, c'était... Jean-François Copé dit des propos de Guillaume Pelletier, on va le revoir. Pour lui, il ne s'agit pas seulement de soutenir 2 candidats, ce que vous dites, un processus démocratique de primaire, mais de stigmatiser Nathalie Kosciusko-Morizet dans une prise de position qui est celle qu'elle a eue sur le mariage pour tous, en l'occurrence, qu'elle n'a pas eu. Attendez, mais vous l'avez soutenu avec une telle force. On n'est jamais trahi que par les siens, monsieur Didier. Jean-François Copé, quel félon, quand même. Pardon, on va laisser répondre. Le président de l'UMP, de notre famille politique, il se doit de trouver l'équilibre entre tout le monde. Chacun est dans son rôle. Le rôle de la droite forte, le rôle de Guillaume Pelletier, et il a eu raison, et je le soutiens pleinement, comme ça au moins les choses sont dites très clairement. Le rôle de Guillaume Pelletier, c'est de dire, en tant que responsable national, en tant que co-leader du premier mouvement de l'UMP, eh bien nous pensons que tel ou tel candidat est meilleur que l'autre. C'est tout. Mais ça ne veut pas dire que nous ne serons pas unis derrière le candidat qui l'aura emporté ensuite. Ça s'appelle la démocratie. Il va falloir qu'ils s'y fassent tous. La démocratie bat son plein. Et nous n'avons pas saboté la primaire, comme j'ai pu l'entendre. Nous l'avons réveillée. Et réveiller la démocratie, c'est toujours une bonne nouvelle. En tout cas, vos adversaires, y compris à l'UMP, auront compris que vous resterez unis au sein de la droite forte ce soir. Allez, on va passer à notre... Mais vous savez, il n'y a pas que Guillaume Pelletier et Geoffroy Didier à la droite forte. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont derrière nous. Et je vais vous faire une confidence. Structuré autour de cette division des Français sur le mariage pour tous ou pas? Pas du tout. C'est la question. Je vais vous faire une confidence ce soir. Depuis 24 heures, depuis que l'une des candidates, que je respecte par ailleurs, à la primaire de l'UMP, la députée d'Essonne, Nathalie Kosciusko-Morizet, a voulu comparer le premier mouvement de l'UMP issu du vote démocratique à un groupuscule d'extrême droite. Pas de chance. Depuis hier, la boîte mail de la droite forte explose de mots de soutien qui disent non, nous ne sommes pas un groupuscule d'extrême droite. Oui, nous sommes la droite républicaine. Et Nathalie Kosciusko-Morizet, que je respecte par ailleurs, n'a pas le monopole de la droite républicaine. Je pense que la position des uns et des autres est assez claire. Vous aviez dit ce que vous en pensez. Je le dis avec respect, mais en même temps, les choses sont dites. On va passer à notre deuxième thème, l'affaire Tapie-Lagarde. Cette fois-ci, c'est bien comme ça qu'il faut l'appeler. L'heure des comptes a-t-elle sonné? En tout cas, Christine Lagarde, l'ancienne patronne de Bercy, devra s'expliquer devant la Cour de justice de la République. Alors, la justice veut connaître son rôle dans la décision qui a conduit l'État à verser au final 400 millions d'euros avec les intérêts à Bernard Tapie. Décision prise dans le cadre d'un arbitrage privé dans l'affaire Adidas. Petit rappel des faits avec un député très en pointe sur ce dossier. Elle est devant la CJR qu'elle assume. Je pense qu'elle a fait une énorme erreur juridique et que tous les arguments qu'elle avait développés devant la commission des finances à l'époque, rapidité, moindre coût pour l'État, etc., étaient totalement erronés. Elle nous avait même dit à une question posée, d'après vous, combien il reste à M. Tapie suite à cet arbitrage net du remboursement de ses dettes et net d'impôts. Elle nous avait dit pas grand-chose. Je crois qu'elle avait dit 20 à 30 millions. Vous connaissez la vérité, 220 millions. Elle a mieux protégé les intérêts de Bernard Tapie que ceux de l'État, selon vous? Écoutez, moi, ce que ça m'inspire, c'est surtout un député de l'opposition qui parle, donc sa parole est d'or, c'est que Nicolas Sarkozy, c'était un peu Gatsby le magnifique. C'est-à-dire, il a fait des fêtes extraordinaires, mais les partis sans payer, donc 600 milliards de trous. Et puis derrière, il y a la facture Guéant. Alors là, c'est extraordinaire. On n'a pas fini de la voir, celle-ci. Des tableaux, des commissions de tous les pays arabes. On est sur l'affaire Lagarde, là. J'y viens. Et puis, il y a la facture Tapie. Parce que la réalité, c'est quoi? C'était l'assurance que M. Tapie soutiendrait M. Sarkozy avec un règlement totalement partiel. Ça, c'est vous qui le dites. Mais c'est moi qui le dis, voilà. Absolument. Un règlement totalement partiel. Et dans cette fête de Gatsby le magnifique, il reste à quai un certain nombre de gens, dont Mme Lagarde, qui doit maintenant répondre devant la justice de ses agissements sur ordre. Voilà la réalité de la facture. Sarkozy, qu'on n'a pas fini de payer. Et vous allez voir que c'est une espèce de mèche lente. On l'a vu par la division de l'UMP. Il laisse une UMP laminée, balkanisée, avec des luttes d'influence terribles. On le voit sur le terrain judiciaire. Geoffroy Didier. C'est vrai qu'au Parti Socialiste, tout va bien dans le meilleur des mondes, comme à chaque fois. Et que la gauche, aujourd'hui, entre Jean-Luc Mélenchon, François Hollande, entre Manuel Valls et Arnaud Montebourg, tout va bien, effectivement. Mais ça, il n'y a pas de problème. Honnêtement, n'alliez pas trop sur les divisions internes, parce que je peux vous faire une demi-heure, et nous irons bien au-delà de la grande édition, sur les divisions de la gauche. Donc, à mon avis, soyez plutôt humble sur cette considération des divisions et de l'unité. Quant à l'affaire de Lagarde, écoutez, moi, je ne connais pas le dossier, donc je ne vais pas vous faire du commentaire politique pour vous faire du commentaire politique. Moi, j'ai une règle d'or. Et d'ailleurs,
je l'applique pour les personnalités de droite comme pour les personnalités de gauche, c'est qu'il y a une présomption d'innocence dans ce pays. Et tant que Christine Lagarde n'est pas coupable, eh bien, elle est innocente. Mais pour moi, elle est victime. Hein. Ce que je peux vous dire, elle est victime. C'est la victime d'un système. Sarkozy, Absolument. Je vous vois bien arriver avec vos réflexes politiciens. Moi, je vous dis juste que Christine Lagarde est une justiciable comme une autre. Il n'y a pas de personne qui est au-dessus des lois. Il n'y a pas de personne qui est sous des lois, mais qu'elle est présumée. En tant que contribuable comme un autre que vous êtes, Pierre Moscovici, qui dit qu'aujourd'hui, peut-être, l'État pourrait déposer un recours contre cette décision d'arbitrage privé, quitte à pouvoir récupérer de l'argent derrière. C'est quand même ça l'enjeu, 400 millions d'euros. Vous êtes d'accord en tant que contribuable? S'il le souhaite. Mais ça serait une bonne idée. Moi, ce que je veux savoir, comme tout électeur, comme tout citoyen, comme tout contribuable, c'est la vérité, bien sûr, sur chacune des affaires. Personne ne doit être surprotégé par la justice, même si elle s'appelle Christine Lagarde. Mais la seule chose que je demande aussi, c'est qu'on respecte sa présomption d'innocence. Ce que je vois, c'est qu'à l'UMP, on l'a vu tout à l'heure avec M. Copé, qui vous a lâché assez lamentablement. Il ne nous a pas lâché, donc n'essayez pas de faire croire qu'il nous a pas lâché. Nos téléspectateurs savent lire. Président de l'UMP, c'est un lâchage. Moi, je vous ai entendu trouver le juste équilibre entre tout le monde. C'est un lâchage en règle. Vous venez de lâcher Madame Lagarde. C'est encore un lâchage en règle. Vive la camaraderie. On peut faire le replay pour François Calfon parce que manifestement il m'écoute mal. Il est un tout petit peu de mauvaise foi sur ce coup-là. Allez, on va passer à notre mais c'est ce qui fait son charme. Troisième thème, l'éducation selon la Cour des comptes. Et oui, un rapport sur l'éducation qui a fait le buzz aujourd'hui et qui ne vient pas du ministère de l'Éducation nationale, mais de la Cour des comptes. Le titre, Gérer les enseignants autrement. Alors on se dit, on va parler de pédagogie. Bien non, c'est la Cour des comptes. Évidemment, on parle de comptes. Regardez ce que dit la Cour des comptes. Le problème de l'éducation en France, c'est qu'elle souffre d'une utilisation défaillante de ses moyens, pas d'un manque de moyens ou d'un nombre trop faible d'enseignants. Autrement dit, c'est un pavé dans la mare pour ce gouvernement qui va débloquer 60 000 postes dans le quinquennat. Alors moi, je vais vous dire les choses. Ça fait des années que quand on regarde tous les classements de l'OCDE, entre la performance scolaire et les dépenses d'éducation de l'autre côté, on n'est pas bon. Y a un décalage depuis 10 ans, 15 ans. Donc, ça valait le coup de rajouter 60 000 fonctionnaires, c'est ça que dit la Cour des comptes. J'ai bien compris votre question, Olivier Gazzi. Il fallait quand même rattraper les créations, les coupes claires qui ont été faites dans le budget par Châtel, y compris supprimant la formation des enseignants. Est-ce pour autant qu'il ne faut pas faire d'économie de structure et d'être beaucoup plus efficace en matière d'éducation? Je vais être encore plus précis. Plus d'enseignants auprès des élèves, y compris pour le soutien scolaire. Mais c'est évident qu'il faut le faire. Est-ce qu'on le dit assez clairement? Vincent Payon est dans son rôle de défendre son ministère. Moi, je le dis beaucoup plus explicitement. Et typiquement, sur les 60 000 profs, puisque vous me demandez, moi, je pense que c'est pas mal. On en a créé pas mal, peut-être 15, 20, 30 000. Ce serait pas mal de réserver des crédits budgétaires de ces 60 000 profs pour, pourquoi pas, faire des augmentations de salaire pour les profs qui souhaiteraient rester en classe. C'est-à-dire, si je comprends bien ce que vous dites, c'est important, parce que là, vous parlez au nom de la gauche populaire, un peu aussi. En mon nom, oui, c'est vrai. Ça veut dire qu'on ne va pas à la promesse des 60 000, on s'arrête là. Non, mais là, c'est mon avis. Mon avis, c'est que... L'avis de la gauche populaire ou votre avis de François Calfon? C'est l'avis de François Calfon. Mon avis, il est simple, c'est qu'il fallait faire un rattrapage, mais est-ce qu'il faut aller de manière dogmatique aux 60 000 Le plus important, c'est la réussite scolaire des enfants. Alors là, Geoffroy Didier va dire, mais vous reniez votre président, il va vous faire la même, je vous préviens. Non, mais on voit bien surtout que thème après thème, on l'a vu sur la fiscalité avec cette histoire absurde des 75%, on le voit aujourd'hui sur l'éducation, François Hollande paie sa démagogie politicienne. Il paie en fait les promesses qu'il a faites pendant la campagne pour essayer de berner les Français. Bon. Eh bien là, effectivement, on le voit. On voit bien qu'en fait, embaucher 60 000 fonctionnaires, de plus, nous ne pouvons pas nous le permettre. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Et je remercie la Cour des comptes, qui pourtant présidée par un socialiste, eh bien, a la sagesse de comprendre on a cela. L'indépendance parfois. Exactement. Effectivement, le sectarisme n'est pas toujours chez les socialistes. Il l'est très souvent, mais pas toujours. Et donc, on voit bien que il faut faire travailler les professeurs bien plus, qu'il faut sans doute les revaloriser, parce que s'ils travaillent plus, il faut qu'ils soient davantage formés et mieux payés et davantage formés. Alors, valorisés. Le travailler plus, pour gagner plus, honnêtement, vous avez un droit de suite. Mais formés, vous avez supprimé la formation des enseignants. Donc là encore, moi, j'exprime une nuance. Je note que vous exprimez une nuance par rapport à ce qu'a fait M. Châtel et M. Sarkozy. C'est très bien. Vous ne pensez pas que c'est un tout petit peu caricatural ce que vous dites? Non, c'est vrai. On a supprimé la formation et vous avez remis, vous, la formation des enseignants. Oui, ça, c'est une honnêtement, réalité. tous les enseignants qui nous regardent, à mon avis, vous riront un peu au nez face à tant de choses binaires. Donc il faut revaloriser le travail des professeurs et surtout offrir aux chefs d'établissement et aux établissements une vraie autonomie. Écoutez ce que disait le syndicat majoritaire dans le secondaire à propos de ce rapport, justement. Ce qu'ils appellent la gestion, ce n'est pas des impératifs pédagogiques, c'est essentiellement comment on fait pour justement économiser le nombre d'enseignants. Alors, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, et quand j'entends ce qu'elle dit, elle, vous allez me dire ce sont des syndicats qui ne veulent pas avancer, qui ne veulent pas réformer, qui sont toujours accrochés à leurs moyens? Vous savez, le problème, il y a un décalage entre le nombre d'enseignants, qui est assez important, on peut le dire,
Et là-dessus, peut-être qu'il y aura une convergence. Il faut qu'il y en ait Trop important ? Non, qui est assez important. Et la rémunération des enseignants. Et celui qui est enseignant, ma mère était enseignante, comme tous les fonctionnaires, je pense aux postiers, je pense à beaucoup d'autres, vu de leur fenêtre à eux, c'est misère du service public. Bon, c'est-à-dire qu'au global, les choses sont bien gérées. Quand on regarde, et là, on peut sortir un peu de la polémique, ce que je disais tout à l'heure, la performance scolaire rapportée aux moyens que la nation consacre, tout gouvernement confondu, il y a quand même de quoi se poser des questions. Sur la position syndicale, visiblement, la réforme ne sera pas pour demain, même s'il y a cette alerte de la Cour des comptes. Ça ne m'étonnerait pas que pour les syndicats, la réforme ne soit pas pour demain. C'est malheureusement le slogan de beaucoup de syndicats. C'est-à-dire que quand on peut préserver le statu quo, on s'en porte pas plus mal. En tout cas, on voit qu'il y a une urgence pour l'éducation nationale. On voit qu'il faut faire en sorte que les savoirs fondamentaux soient davantage maîtrisés parce que trop d'enfants arrivent au secondaire sans maîtriser les fondamentaux. Donc il y a beaucoup de travail à faire du côté des fondamentaux pour les élèves, du côté des chefs d'établissement qui doivent avoir beaucoup plus d'autonomie et du côté des élèves qui doivent être, à mon avis, beaucoup mieux formés. Merci Geoffroy Didier, merci François Calfon d'être venu commenter cette actualité de ce mercredi. Merci à vous qui nous avez suivis. J'espère que vous en sortez plus informés. Un éclairage, comme on dit, c'est toujours mieux la nuit. Vous restez sur iTélé dans un instant, c'est le journal de la nuit de Maya Loquet. Quant à nous, on se retrouve demain. À demain donc.